Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro du décryptage de l'actualité de la semaine avec notre consultant politique et expert en gouvernance, Agapit Napoléon Maforican, que j'installe. Bonsoir Agapit Napoléon Bonsoir Maforican. Angèle, bonsoir à tous, à toutes. Un bon dimanche, j'espère, à suivre les émissions de E-Télé, Oui. Dossier FM et des autres plateformes sur lesquelles nous sommes reçus. Salut à tous. D'accord. Alors, dans l'actualité, Agapit Napoléon Maforican, il y a ce Conseil national du parti MPL à l'issue duquel Sabi Korogoné a cédé sa place de président à Expérience TB. C'est la deuxième fois que cet acte est posé ces derniers temps, après celui de l'UDBN. Le changement de tête donc au sein des partis politiques, serait-ce un nouveau mode de gestion? On aura le temps d'en parler, mais avant donc, Agapit Napoléon Maforican, il y a nos différents plateaux de la journée. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Et très belle transition pour lancer le débat, justement parce que les plateaux, je pense que le plat de résistance, c'est la secrétaire générale donc, de l'Union démocratique pour le Nouveau, du DBN. Très frileuse sur l'antenne, très frileuse. Elle a du répondant, très frileuse, très frileuse, ce qui quelque part nuit à la communication. Je pense qu'elle a du contenu. Oui. Il faut qu'elle change un peu le mode. Quand un journaliste vous pose une question, vous répondez, vous ne lui faites pas la morale. Vous êtes là pour répondre. Peut-être que nous avons posé la question qui fâchait, sait-on jamais. Aucune question ne fâche lorsque vous êtes une autorité, un responsable au niveau d'un parti. Vous répondez, l'autre pose des questions, vous êtes là pour répondre. Et c'est ça, lorsque vous êtes dans cette posture de trouver toujours que c'est tendancieux, que c'est ci, que c'est ça, mais finalement vous allez prendre la place du journaliste pour vous poser vous-même la question et répondre. Non, c'est pas ça. Je pense que Madame Idessou est d'abord volontaire, elle a de la poigne, elle a de la langue, elle a tout ce qu'il faut pour incarner la vaillante présidente ou bien pour incarner la continuité, la dynamique de l'UDBN. Mais franchement, il faut qu'elle abandonne une bonne partie de la frilosité et qu'elle soit franchement prête à répondre. Même question qui fâche. Quand on demande, mais la présidente a abandonné, mais c'est pour devenir quoi? Mais quelle est la question qui fâche là? Mais elle deviendra quoi? Elle est présidente d'honneur. Je n'ai pas entendu ça pratiquement dans le débat. Elle est présidente d'honneur du parti. Ça, c'est votre réponse à vous. Et après, le journal peut dire, mais président d'honneur, mais va tirer encore la corde. Vous pouvez dire, non, mais il n'y a pas de corde à l'UDBN. Donc, c'est à vous d'avoir votre réponse face aux questions du journaliste. Le journaliste n'est pas là pour vous contenter. Il est là pour que vous puissiez passer votre message à l'opinion publique. Et donc, ces questions que les journalistes posent sont des questions, parfois, que tous les journalistes se posent, que l'opinion se pose peut-être. Donc, c'est à vous d'apporter l'information et d'éclairer la lanterne de ceux qui n'ont pas compris. Parce que c'était inédit. C'était un geste franchement inattendu. C'est inédit. C'est à l'actif de Madame la Présidente. Mais au même moment, il y a des questions, une démission et des questions. Et donc, c'est à vous de répondre à la question, tranquillement. Donc, j'ai suivi avec plaisir ce plateau-là, mais avec un peu parce que je me disais, mais pourquoi elle est obligée de revenir à chaque fois sur vos questions, au point de vous dérouter parfois. Vous êtes obligé donc de reformuler. Non, on ne reformule pas. Elle répond pas et vous passez à autre chose. C'est cela aussi, la posture en entretien ou en télévision. Donc ça, c'était d'abord sur la forme. Sur le fond, elle a quand même répondu, elle a assumé globalement. Et donc, nous parlions de passation, donc de passage, de transmission de pouvoir à la tête des partis politiques. Et donc, vous parliez de Sabi Korogoné. Avant Sabi Korogoné, il y a eu Claudine Prigensio. Et ça, je pense que c'est une nouvelle manière de diriger dans notre pays les partis politiques. Et ça montre que la réforme du système partisan produit déjà des effets au-delà de ceux permettant d'avoir des grands ensembles qui aillent aux élections. Mais la réforme produit déjà des effets. C'est vrai, grands ensembles n'existent pas, bloc n'existe pas. Mais la question qu'on pose n'est pas bloc ou grand ensemble. La question c'est quelle est votre capacité à répondre aujourd'hui aux exigences du terrain au point d'avoir un seuil de représentativité lors de l'élection de 10% et donc d'impacter la politique donc de répartition des sièges pour être considéré comme un parti politique fiable, capable donc d'aller à la conquête et à la gestion du pouvoir. C'est tout à l'actif de faire les réformes
Après, il faudrait que vos réformes puissent aller. Je pense que là, quelque chose a manqué un tout petit peu dans l'explication. Mais bon, c'était un plateau intéressant et je suis sûr que dans cet exercice, Mme Edossou va, elle va, sans doute, se bonifier. Avec tout ce qu'elle a comme background et carrure, je pense qu'elle va améliorer progressivement sa gestion donc de la communication. D'accord. Et puisqu'on parle justement de ce plateau Agapit Napoléon Baforican, eh bien, l'UDBN est plus ou moins contre les réflexions qui font de lui un parti mineur, c'est-à-dire les analystes qui voudraient que ce parti politique-là s'allie à d'autres ou fusionne avec d'autres pour avoir cette chance de franchir ce seuil de représentativité. Je n'ai pas envie de me répéter. L'UDBN, j'ai déjà dit sur plusieurs émissions ce que je pense d'un certain nombre de partis. Là, je ne suis pas l'électeur, c'est un regard d'analyste. Donc, avançons. Avançons, je disais simplement qu'un parti, il n'y a pas de bloc, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Un parti, c'est sa capacité à conquérir le pouvoir et à l'exercer. Et si vous avez été aux élections communales de 2020, vous n'avez pas pu. Madame, la secrétaire générale a une manière de l'expliquer. Oui. C'est possible. Mais ça peut ne pas être que ça. Mais si c'est le bilan fait à l'interne du parti, on ne va pas être oiseau de mauvaise augure. Mais là, maintenant, en 2023, le parti a maintenant le temps de se préparer. Absolument. Et il se prépare, en fait. On le sent. C'est l'un des plus dynamiques actuellement sur le terrain. Depuis l'élection présidentielle, c'est le parti pratiquement le plus dynamique qui vit, qui bouge. D'accord. Mais après, quel est son ancrage? Ça, c'est la question. Nous, on ne peut pas, en analysant, occulter certaines situations et certaines réalités du terrain. Ah, maintenant, au parti de gérer ou de dire, bon, le chien boit, la caravane passe. Si le parti sait qu'il a déjà les réponses et que les journalistes ou les analystes se trompent, c'est la même chose. Vous voyez que lorsque les journalistes parlent un peu de Paul Hongpè, parfois de la gestion de... Parfois, ils se fâchent. Comme si les journalistes sont là pour le dénigrer, pour l'injurier. Ils sont payés pour l'injurier. Non, faut pas que quand on est homme politique, on est frileux, on ne peut pas avancer, on ne peut pas avancer. Ils sont plutôt hostiles à certaines questions. Ils sont frileux. C'est ça la frilosité. Ils ne sont pas sereins. Ils ont un manque de sérénité. Non, il faut être serein. Il y a une partie qui pose des questions ou qui commente et l'autre partie agit. C'est celui qui agit, prend ce qui est utile dans ce que les autres disent et avance. La fin justifiera les moyens, c'est sûr. Donc, il n'y a pas de problème. A priori, lorsque on dit, les médias disent, et que vous pensez que vous avancez. Vous avancez. Donc, pour moi, l'UDBN a sans doute sa politique. Oui. Observons sa politique. Et on verra bien en 2023 si elle gagne. Et si elle gagne, le parti, s'il gagne, on dira que, ah mais, Madame Claudine a vu juste. Et espérons qu'elle gagne. Espérons que le parti gagne. Et c'est tout le bonheur qu'on souhaite justement à ce parti qui semble avoir inspiré Agapit Napoléon Baforican, le MPL, qui aussi pose un acte de changement de tête. Serait-ce une stratégie de gestion politique actuellement? C'est la résultante de système partisan. C'est ça que je voulais dire tantôt. Hein, c'est la résultante du système partisan. Aujourd'hui, l'UDBN démontre que ce n'est pas une propriété de Claudine Baforican. Après, il faut qu'on rentre pour savoir un peu le mode de financement du parti, des sources de financement, la question de la vie, de la politique interne. Mais ça, c'est d'abord les militants. Ensuite, oui, le MPL, même chose. C'est intéressant de sentir aujourd'hui qu'à la tête, on n'est plus propriétaire. Vous avez des partis dont certains sont propriétaires depuis 30 ans. Ils sont présidents depuis 30 ans. On n'imagine pas qu'ils puissent céder la place. Mais le MPL est né il n'y a pas si longtemps que ça. Au même moment, on a des partis qui sont trentenaires, qui n'ont pas passé encore la main. Parce qu'on estime qu'on ne peut pas, c'est historique. On ne peut pas passer la main. Les gens ne comprendront pas. C'est historique, c'est leur patrimoine. Ils ne peuvent pas. Ouais, donc, enfin, je n'ai pas envie d'aller plus loin, mais c'est ça. Donc, il faut saluer ces gestes, ces nouveaux partis qui se créent avec avec une vision qui rencontre déjà la philosophie de la réforme du système partisan. C'est là qu'il faut apprécier cette réforme. Les effets déjà en moins de 5 ans de cette réforme méritent d'être mis. Les effets, c'est déjà
le seuil de représentativité, c'est déjà le parrainage, c'est déjà la réduction du nombre de candidats à l'élection présidentielle, c'est déjà le tri au niveau du choix de partage des sièges lors des élections communales. C'est déjà ce qui va se passer lors de la présidence, lors de l'élection des élections de 2023, où ils peuvent être 10 à y aller, ils peuvent être 30. Ils ne le seront pas à l'arrivée, puisqu'il y a des tri en chemin. Il y a des Et critères. ça, c'est cela, cette réforme-là. Donc, les mouvements qu'on connaît aujourd'hui, les agitations, les démissions, les suspensions, tout ça, il faut le mettre dans la dynamique de 2023. Ceux qui n'ont pas trouvé leur compte en 2021, dans le gouvernement, ils ont essayé de rengainer. Mais dès qu'on a nommé les préfets, certaines énergies se sont lâchées. Et la frustration au s'est niveau installée. de Moël Bénin, c'est un peu ça. Certaines énergies se sont lâchées. Les autres, parfois, ça couvre. Personne ne lâche parce qu'on a peur du lendemain. Mais c'est une réalité qui est là. Mais est-ce qu'on ne devait justement pas avoir peur du lendemain? Puisque c'est pour quelle finalité cette démission-là? Ah non, ça dépend de qui vous êtes. Ça dépend de quels sont vos projets. Si vous faites la politique de manière naïve, un peu comme Candide, vous voyez tout en beau, en rose, tout ça là, vous pouvez vous offusquer du fait que, bon voilà, comme rien ne change, bon, voilà, vous êtes là et on ne vous regarde pas. Alors que vous avez intérêt, vous pensez que vous avez fait mieux que d'autres. Donc, vous percevez les choses de cette manière-là. Si vous êtes quelqu'un d'exigeant, enfin, vous connaissez en matière sur le plan politique la réalité des choix politiques, vous feriez comme mauvaise fortune. Bon, comme je le dis, vous dites, bon, l'heure n'a pas sonné. Ou celui qui est là ne pense pas que ce soit moi, a d'autres choix que moi. Et donc, avançons. Mais vous ne pouvez pas aller plus loin si vous quittez la barque. Et il est illusoire aujourd'hui de penser qu'on peut quitter une barque en disant je soutiens le chef de l'État, retomber dans une autre barque en disant je soutiens le chef de l'État, et en faisant la zizanie, parce que avant vous, d'autres sont là. Comment voulez-vous qu'ils se comportent eux? Quand vous débarquez et vous prenez la position, ça va casser l'harmonie. Donc du coup, ceux qui démissionnent, je ne connais pas leur chute. Mais c'est pour retomber dans d'autres partis existants. Autrement, ils se seraient rayés du chapitre politique. Ils peuvent créer de nouveaux partis, ils peuvent en créer. Ils peuvent en créer et reprendre leur cheminement. Comme ils peuvent quitter totalement la scène. Mais si c'est pour retomber dans un autre parti, et les autres partis là les accueillent et les repositionnent, bon, on verra bien ce que ça va donner. Mais une frustration réglée va créer d'autres frustrations et on verra jusqu'où ça va aller. Vous voyez en ces changements de tête au niveau de ces deux partis-là, une avancée de la réforme du système partisan. Mais est-ce que ce n'est pas le moment, Agapit Napoléon Mafoikan, de penser plutôt à ce défi du seuil de représentativité dont vous parliez à l'instant justement, qui sera l'élément d'évaluation des partis politiques en 2023? Non, ce qui se passe aujourd'hui présage de ce qui se passera en 2023. Quand Claudine Prunier se passe la main, ça laisse Madame de Chacus préparer. On va découvrir une autre femme, un autre responsable. Je ne parle même pas de femme. Et j'ai bien aimé la réponse donc, de Madame Idossou. On ne parle pas de femme, c'est un parti tout simplement. C'est vrai que Madame Prunier a toujours tendance à mettre devant les femmes. D'accord, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais un parti ne peut pas être parti de femmes. Il n'y a pas une république de femmes. Heureusement qu'il y a des hommes dans le parti politique. Non, il y a quand même, et comme elle a dit, il y en a qui occupent des positions. J'en ai connu avant, j'ai parti d'une manière ou d'une autre, je suis un peu ce qui se passe dans ce parti, pour raison personnelle, mais je connais donc l'évolution du parti. Il y a eu des hommes à de bons positionnements, et regardez M. Medjikui, il est autant, il était bâtonnier, conseiller politique avant, oui. Et aujourd'hui il est autant président d'honneur que Mme Plénicio. Donc, je ne parle que de lui, mais avant lui, il y a eu d'autres non célèbres qui ont été membres du parti. Donc, elle n'a pas créé un parti de femmes, mais elle a souvent l'habitude de mettre les femmes devant. Qui mieux pour mettre encore les femmes en avant si ce n'est pas une femme? À part de moi, les hommes ne le font pas. On ne peut pas lui faire ce procès. Oui, mais l'UDB n'est pas un parti de femmes. Je pense qu'elle l'a dit. Elle l'a dit. Et donc, on va voir Mme de Jacques avec une autre posture, avec une autre manière de parler, avec une autre manière de présenter les choses. Ça change
Et quand ça change, ça crée une sensation de neuf. Et ça, peut-être, ça draine peut-être de nouvelles personnes. Vous voyez, donc, c'est déjà ça. Ça ne résout pas tous les problèmes. Mais si on lui laisse la main, effectivement, je pense qu'elle va apporter son dynamisme et sa carrure. Elle va changer un peu les données. Vous voyez, en Europe, dans les grandes démocraties, lorsque ça cloche un peu, un fusible saute. C'est toujours le Premier ministre. Quand vous regardez la France, lorsque le président devient populaire et Macron ne l'a pas. Macron l'a. Surtout avec les régionales dernières. Non, même pas les régionales. Avant, il y a un an, Macron a changé de Premier ministre. Pourquoi? Parce que le confinement a été géré d'une manière assez calamiteuse. Les gens étaient déçus. Alors, c'est la politique même du gouvernement. Mais qui conduisait la politique? Qui inspirait la politique? C'était lui le président. Oui. Mais il ne peut pas démissionner. Donc, il faut qu'il crée. Alors, un fusible doit sauter, le Premier ministre. Alors, et curieusement, c'était un Premier ministre qui était populaire. Oui, à l'époque. À l'époque. Il est encore. Mais je veux que Macron, en le faisant, amène le gestionnaire, même le cadre qui gérait ce dossier. Il le hisse. Et aujourd'hui, même si les régionaux l'ont perdu, Macron est quand même populaire. Sa cote de popularité ne souffre de rien actuellement. Donc, c'est pour vous dire que lorsque la tête sent que un fusil saute, pour essayer d'équilibrer. Aujourd'hui, je pense que Claudine Président a bien fait. On l'a beaucoup vu déjà. Je pense qu'elle fait plus discret, elle met un visage nouveau. Et donc, il appartient maintenant, en 2021, juillet, et 2023, avril-mai, pour qu'on voit de quoi est capable Madame de Chacus, et autour d'elle, tout ce qui l'entoure, pour qu'on voit de quoi est capable la nouvelle équipe, pour qu'on voit de quelle capacité de ralliement et le parti est doté, parce que là où on est aujourd'hui, le parti n'a pas encore l'envergure pour faire les 10%. Je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, en juillet, 3 juillet, 4 juillet, 5 juillet, 6 juillet, en tout cas, en juillet 2021, le parti n'a pas encore cette capacité-là. Il peut l'acquérir avec le temps, avec sa nouvelle politique. Et en dehors de ce défi-là, il y a le financement Agapit Napoléon Baforican. Comme je le disais ce matin, on entendait dire que c'était Madame Prudentieux, si c'est de plus de deux, on doit parler, qui finançait le parti politique, mais elle se retire. Comment cette nouvelle équipe va arriver à mobiliser le financement nécessaire pour ces échéances-là? Pareil pour le MPL. Pareil pour la dynamique RLC, peut-être. Oui, parce que, oui, donc il faut qu'on globalise, il ne faut pas qu'on parle que de l'UDBN. Je pense que le plateau de Mme Idrissou nous a servi donc de tremplin. Mais en généralisant, la question du financement est une question sensible. Parce que les autres gagnent. Les autres gagnent. Ils gagnent. Ils ont eu tout récemment les trois qui ont. Voilà. Donc, ils ont pu accéder au financement public. Exactement. Et je ne sais pas comment ça va se gérer en 2021 déjà. Donc, eux n'ayant personne d'élu, c'est déjà difficile pour eux. Il faut bien que quelqu'un sorte les moyens. Voilà. Non, mais là, cela dit, Mme Prudentieux n'est pas partie. Elle est membre d'honneur du elle est parti. Présidente d'honneur, pas membre d'honneur, présidente d'honneur. Oui. Attention. Donc, elle est là. Elle ne porte plus directement la voix, mais elle demeure une personnalité importante du parti. Pourquoi pas le meilleur bailleur du parti? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va s'investir dans quelque chose qu'elle ne gère forcément plus directement? C'est elle-même qui a décidé. On ne l'a pas éjectée. Oui. Elle est partie d'elle-même. Donc, c'est une dame réfléchie, elle est partie d'elle-même, il n'y a pas de raison. La question du financement, c'est vrai, on peut se poser cette question. Et il faudrait peut-être que les responsables du parti, le jour au J où la question leur est posée, arrivent à répondre clairement. Mais bon, combien de partis nous disent comment ils sont financés? Clairement. Même les partis UP, BR, est-ce qu'on sait concrètement comment ils sont financés? Comment ils ont été aux législatives de 2019, oui. Au communal de 2020. Donc, les partis ne disent pas d'où viennent leurs. Je pense que la loi les oblige à documenter. Donc, au niveau de la Cour des comptes, désormais, ils vont renseigner un peu les sources de financement et autres. Mais pour le moment, on ne peut pas focaliser l'attention sur un seul parti, ni sur deux, ni sur trois. Donc, on constate simplement que ces partis se préparent pour les législatives de 23 et produisent que la réforme du système de partisans produit certains effets que nous constatons déjà. C'est rare. En un an, en moins de 3 mois, oui. Nous avons eu 2 départs de la tête du parti. Qu'en 10 ans, au Bénin, on n'en a jamais eu.
parce que personne ne quitte la tête de son parti, sauf s'il meurt. C'est vraiment des espoirs. Donc, voilà, donc il faut comprendre que c'est un gros espoir. Voilà. Regardez quand Moussa Bruno devrait quitter la tête du PSD, comment ça a été houleux, tiraillement sur tiraillement, procès sur procès. La personne n'est peut-être pas habituée. Regardez le procès autour de la RB. Procès. Heureusement que la réforme est venue et rendre ces choses rédhibitoires. C'est peut-être mieux ainsi. Mais regardez de chez moi, de l'autre côté, bon, il y en a qui meurent avec leur parti, hein, il n'y a rien à dire parce que ça ne peut rien faire d'autre. Et il y en a qui en sont là, bon, le parti trentenaire, quarantenaire, cinquantenaire, bon, on mourra avec. Et voilà, donc l'histoire du parti ira avec l'histoire de son chef. Le propriétaire, pratiquement. Exactement. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est face à une double réalité. Hein, des partis historiques incapables de se mettre à jour des nouvelles réformes et donc des partis qui essayent donc de s'adapter parce que eux ils sont partis de ce temps, ils sont partis de leur temps, ils sont plus partis de l'ancien establishment. Oui. Voilà. Et le problème des FCBE, c'est un peu ça. Hein, vous voyez, FCBE, vous les voyez, les FCBE, c'est FCBE, la seule qui existe aujourd'hui. La seule qui existe aujourd'hui, c'est FCBE. Oui. Et ça, vous voyez, c'est un parti qui a fait ça mieux dans la foulée de la réforme de ces partisans. Et vous voyez de l'autre côté, les démocrates. Un seul être vous manque et tout devient vide. C'est pratiquement un silence. Et voilà, là, on est dans le parti. On est dans le parti patrimoine, le parti propriété privée, le parti. Peut-être qu'ils n'ont plus d'armes ou ils n'ont plus de sujets sur lesquels intervenir à Agapit Napoléon. Quand le parti est un patrimoine d'un individu, il n'y a que ça qui peut arriver. Ils ne peuvent pas avoir de discours. Quel discours ils vont avoir? Vous écoutez Azatassou, mais bon, lui il se donne la liberté parce que bon, il n'a rien il a déjà tout vendu, tout acheté. C'est un vieux militant. Il peur de rien. Il est maître de ses propos. Lui n'a pas peur. Lui, il dit, il connaît la ligne. Il enchaîne il se donne la liberté. Mais après, vous avez vu le président du parti, un président du parti qui n'a pas été capable d'être candidat. Donc, il n'a même pas été suppléant de l'autre. Qu'on a débarqué du jour au lendemain. C'est le choix du parti politique. C'est pas le choix du parti, c'est le choix du timonier du parti. C'est le choix du timonier du parti, du maître absolu du parti. Et vu ainsi, le parti allait en lambeaux. Vous avez vu l'un courir par là, l'un courir, quelqu'un à l'intérieur du parti. Vous l'avez écouté Korogoné. Il dit qu'il faut respecter ceux qui ont pu avoir les parrainages. Oui, il le disait. Toi, tu es chef de parti. Un militant réussit quelque chose de fondamental. Et on ne le prend pas au sérieux. Et le gars dit, moi j'ai déjà ça. Et vous dites quoi? Qu'on ne lui a pas demandé. Et au même moment, l'autre débat pour dire, oui, j'ai demandé, faire venir les gens au pays là, ben l'argent, et j'ai demandé, on m'a refusé ça. Mais c'est une vision. Non, c'est pas un parti ne peut pas porter ces deux notions-là. Ça s'élimine. C'est incohérent. Ça passe pas. Bon, ils ont fait leur choix, ils en ont fait les frais. Et ils continuent d'en faire les frais parce que leur silence absolu montre qu'il n'y a pas de ligne. Il n'y a plus de maître. C'est un parti patrimoine. Et les partis patrimoine font disparaître un à un. Tout simplement parce qu'ils estiment que leur voix ne porte pas ou bien ils ne se font pas entendre. Un parti patrimoine. Lorsque le chef, le dignitaire du parti disparaît, qui va prendre la parole? C'est ça. Il n'a pas disparu. Dans une entreprise, les entreprises familiales, c'est d'abord une affaire de famille. Quand le chef de l'entreprise disparaît, c'est vrai que les règles de succession existent. Mais au moins l'entreprise en partie pour quelques jours. Parce qu'au moins, tout le monde est en deuil. Or, les entreprises générales où ça vient de partout. Bon, même si le chef part, en même temps, le jeu de succession, même si le conseil d'administration ne se réunit pas, il y a systématiquement un système de... Comme à la tête de l'État. Comme l'État n'est pas patrimoine de quelqu'un, lorsque le chef de l'État disparaît, au Ghana, on a vu ça déjà 2 fois, non? La transition a été vite faite, rapidement. En 13h et 19h, c'est réglé. Donc, le parti Les Démocrates manque d'idéologie politique. N'est pas un parti de type nouveau, n'est pas un parti dans le cadre des réformes. C'est le parti patrimoine que le FCBE n'a pas pu être parce qu'il y a quelques éclairés
qui ont pu aller chercher leur récépissé et on les a transformés comme les gens de talent. Et donc, ils ont créé en réaction. Les faucons ont créé en réaction les démocrates et on voit ce que c'est devenu parce que le chef du patrimoine est au silence. On ne sait même pas ce qu'il pense et donc tout le monde devient. Un seul être vous manque et tout, puis voilà. C'est la débandade pratique. Voilà, tout le monde devient muet comme carpe. Sauf peut-être l'hirondelle qui fait le printemps. Oui, et qui sait qu'il ne peut rien impacter seul. Il le sait beaucoup mieux que d'autres. Oui, voilà. Agapit Napoléon Baforican, vous parliez de la réussite, de cette réussite de la réforme du système partisan. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit bémol à mettre parce que cette réussite amène une masse à gérer au sein des partis politiques et cette masse-là estime peut-être quand il y a des frustrations que les leaders ne les écoutent pas, d'où ces crises par ici, ces démissions par là. Non, c'est pas ça. Les crises, les démissions, c'est le propre des organisations. Non, mais si les militants, ceux qui s'en vont, on a entendu sur l'un de nos plateaux, l'un des débatteurs disait que un des démissionnaires estime qu'ils seront mieux écoutés ailleurs. Ça, c'est un problème de fond. Non, non, du tout. C'est un problème de forme. Alors, je vais vous dire, c'est des gens qui sont encore passéistes. Ils sont habitués qu'ils ont un peu de sous, ils achètent leur position dans le parti. Justement, est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre le militantisme réel au sein des partis politiques? C'est pas en 3 ans de réforme des systèmes partisans qu'on a. Non, mais c'est pas en 3 ans qu'on fait la politique au Bénin non plus. Oui, c'est ça que je vous dis. Donc, ces gens-là ne peuvent pas... Ça veut dire que la réforme, c'est sur le papier, non? Les gens apprennent maintenant à l'adapter à la réalité. Et on l'a appris progressivement avec les législatives de 2019, avec les communales de 2020, avec la présidentielle de 2021. On a expérimenté les axes essentiels de cette réforme. Mais les individus sont encore là. Les hommes sont encore là. Les gens sont encore là avec leurs pratiques. Le type a l'argent, il ne comprend pas qu'on ne puisse pas le hisser. Avant, c'est l'argent qui achète le positionnement. Aujourd'hui, il a l'argent et on ne le considère pas. Avant, il dirigeait son petit partillon. Avec son argent. Avec son argent. Et les gens viennent s'agenouiller, se prosterner devant lui. Et il va à l'église, le prêtre vient même l'accueillir carrément au portail. À la mosquée, les imams font la haie. Donc tout le monde la double parce qu'il a l'argent. Aujourd'hui, vous avez cet argent. Mais dans le cadre de la réforme du système partisan, vous n'êtes plus... il y a autant de chefs de parti autour dans le Bénin. Il y a autant de chefs. Et il y a des règles. Et donc, ce n'est plus à votre tête. C'est quelque chose de fondamental. Donc, de lier à la ligne du parti. Regardez, il nous est arrivé, il y a sur ce plateau, que des hommes politiques qui avaient l'habitude de parler, qui ont été contactés par nos animateurs, et qui, à un moment donné, n'ont plus honoré parce que la direction du parti a dit non, c'est pas vous qui irez. Et ils nous appellent pour dire non, on m'a dit que c'est pas moi. Mais ça, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est pas possible. Donc, il y en a qui auraient été frustrés parce qu'ils ne comprendraient pas. Ils ne comprendraient pas. Donc, ils ont été frustrés tout simplement parce que eux, quand ils ont envie de parler, ils appellent la presse et ils parlent. Mais c'est le parti qui dirige, donc il doit donner des directives. Exactement, mais avant, c'est un individu qui est maître du parti. On dirait que vous ne suivez pas. Le parti de type ancien, le parti timonier, le parti patrimoine. Qu'il dirige quoi? Les militants, même le vice-président du parti découvre l'interview du chef dans les médias. Le chef n'a besoin de personne pour parler à la presse, ni pour faire son meeting de samedi, ni pour aller faire la messe, ni pour danser au vent de charité et pour acheter l'eau bénite. Aujourd'hui, je ne sais pas si l'UPP peut se le permettre. Je ne sais pas si le BR peut se le permettre. Je ne sais pas si le Moël Bénin peut se le permettre. Donc, les nouveaux partis s'incluent dans la dynamique des nouveaux tests du fait que c'est plus de partis patrimoine. Et donc, dès lors, vous comprendrez que ceux qui sont dans l'ancien système, qui n'arrivent pas encore à faire la mise dans leur texte, qui n'ont pas encore opéré la réforme dans leur texte, qui n'ont pas encore reformaté leur disque interne pour qu'on puisse se comprendre, c'est encore avec les données anciennes, c'est ceux-là qui sont ébranlés. Et c'est ceux-là qui changent de parti. Ils ne savent pas encore. Ils changeront autant qui changeront jusqu'au moment où ils se rendront compte que le problème, c'est eux, ce n'est pas les partis. Oui. Ça ne veut pas dire que tout est rose dans les partis. Je ne dis pas que tout est rose. Moi, j'ai des amis militants de l'UP qui ne sont pas toujours contents de la direction. J'en ai à OBR qui ne sont pas toujours contents de la direction. Mais c'est partout. Toute organisation
il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Oui. Il y en a. Mais tu n'es pas content, mais tu es dans un ensemble. Tu es obligé De rester même si ça ne va pas. C'est toi qui choisis. Soit tu te tais, tu impactes quand tu peux impacter, ou alors tu sors. C'est deux choses l'une. Il n'y a pas. Mais tu vas à l'intérieur et à tout bout de champ, t'offrir la liberté de critique. Non. Il y a les moments où, à l'intérieur de l'organisation, on te donne la parole. Et il doit y avoir des cadres d'intervention où tu peux passer. Mais tu ne peux pas te permettre n'importe quoi. Je vous l'ai dit, des personnalités, pas des moindres, qui devraient intervenir, dire ah, ma direction a dit donc c'est pas moi. Ça montre franchement la discipline qu'il y a à l'intérieur. Et donc, quand les partis retrouvent cette noble manière d'avancer, Oui. on peut dire que le chemin est balisé. Mais tout n'est pas encore rose. Il faut que les directions des partis écoutent également. Il ne faut peut-être pas qu'on sanctionne à volo, à tout bout du champ. Il faut qu'on apprenne peut-être le dialogue. Il faut qu'on apprenne peut-être à écouter. Il faut qu'on prenne du temps de la réflexion. Il y a beaucoup de choses. Mais on peut déjà se satisfaire du peu qu'on a aujourd'hui en étant dans la dynamique de 2023, dans la logique que la fin justifiant les moyens. On verra bien quel est le meilleur parti, qui a le meilleur management. Puis en 2023, je suis convaincu qu'on ne nous parlera pas de parrainage, enfin de 10%, de réforme. En plus, on a déjà expérimenté. Très donc, bien. on a pris Donc personne ne viendra maintenant pour dire qu'on a fait des réformes sur la tête du client. Ils connaissent aujourd'hui les règles du jeu. Ils doivent s'y préparer. Voilà. Et justement, pour cette préparation, pour que cette préparation aboutisse, vous voyez du Parti communiste chinois un modèle pour nos partis politiques au Bénin. Là, je parle du centenaire du PCC. Oui, je l'ai dit la dernière fois avec vous. Pour moi, dans notre niveau avec notre niveau d'évolution, nous avons besoin beaucoup plus des partis d'avant-garde. Ça, c'est ma conviction personnelle. Ce n'est pas lié aux consultants. Ça, c'est une position très, très personnelle. Comme je vous l'ai dit, j'ai grandi personnellement dans le système du PAPB, que je trouve bien organisé dans la structure. Après, les hommes ont fait ce qu'ils ont fait. On peut voir du bon comme du mauvais dans ce qu'ils ont fait. Je voulais raconter l'un des mauvais dans ce qu'ils ont fait, c'est de créer des entreprises dans les publics, Oui. nationaliser certains, créer d'autres, sans études de marché, sans études de terrain, et 10 ans après les tuer. Les mêmes qui les ont créés, les ont tués, et il n'y a jamais eu de procès, on n'a jamais situé les responsabilités, par exemple. Mais bon, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. J'estime que les partis d'avant-garde ont le mérite de donner la place à certaines élites, donc de produire de la pensée et de le descendre progressivement vers la masse, toujours avec de la plus-value. On écoute. Ouais, le PPB comme le PCC ne sont pas encore au niveau du communisme. Hein. Quand on dit le Parti communiste chinois, oui. Non, l'étape du communisme est une étape suprême. Le PCC n'y est pas encore. Et le PCC s'est réformé progressivement face au marché, face à la mondialisation. Hein? Quand Xi Jinping n'est pas Mao Zedong, pas du tout. Et ça a eu, il n'est pas Zhao Ziang non plus. C'est-à-dire que la Chine a évolué avec sa philosophie, son idéologie, mais en s'adaptant au temps. Et c'est important. Vous le voyez, quand vous voyez Xi Jinping, aussi bien en col Mao, en tenue Mao qu'en costume, oui. Vous voyez toute la mue, vous voyez toute l'évolution du parti chinois, donc du PCC. Moi, j'estime que nous devons écouter, nous devons aller à l'école des autres et voir peut-être ce qui est mieux. Oui. Je vais parler des modèles allemands avec la grande coalition, où les deux grands partis se retrouvent. Et depuis l'an 2000, pratiquement le pays est dirigé par la grande coalition avec quelques échéances, avec quelques questions, mais avec la grande coalition. Pourquoi? Parce que les intérêts du pays sont en jeu. On ne se voit pas avec les petits partis qui négocient, qui font même presque du chantage politique. On préfère en grande partie négocier la gouvernance et les grandes lignes. Ça ne veut pas dire qu'on est les mêmes. Alors, quand vous me prenez les deux ensemble, un pays comme le nôtre devrait choisir un modèle entre les deux. Quand je vois les gens dire les deux partis de Patrice Talon, non, comment un individu va avoir deux partis? Il ne peut pas. Il a permis, il a ouvert la voie, il a créé les conditions pour que même des gens qui étaient radicalement contre lui soient dans ces partis-là.
Il y en a qui sont là, qui étaient construits. Peut-être que c'est un lapsus quand elle le dit. Non, il y en a qui le disent. Au vu de l'obédience. Non, c'est pas un lapsus. Même les gens l'ont écrit à Washington, écrit à Paris, pour dénoncer que c'est les deux partis. Vous avez écouté des grands intellectuels d'université, vous avez écouté les radios internationales. On dit les deux partis, un parlement où il n'y a que ces deux partis qui sont. Alors quand vous regardez la dynamique du terrain, on n'a pas l'impression que les deux partis alors. Parce qu'un parti n'est pas là pour dresser le lit à son vis-à-vis. Mais ces deux partis-là soutiennent les actions, certes, du gouvernement. En quoi ça dérange que des partis soutiennent l'action du gouvernement? Je vous parle de la grande coalition en Allemagne. La grande coalition en Allemagne soutient l'action de la chancelière, du chancelier. Parce que justement, et c'est les grands partis politiques, les deux réunis font l'extrême majorité au Parlement, en Bundestag. Donc du coup, ça règle le problème donc des blocages, tant que le compromis négocier fonctionne. Après, chaque parti affiche l'exemple pour les prochaines élections. Quand on va au PCC, là également, c'est une autre manière. C'est le centralisme démocratique, on appelle ça. C'est le centralisme démocratique. Donc, on centralise le système et on réfléchit ensemble. Et on suit la ligne de masse. C'est ça. Les aspirations viennent des populations. Mais la décision vient d'un groupe, d'une élite qui les redescend. L'un comme l'autre, on ne peut pas penser qu'il y a un système meilleur. Non, c'est comme... les gens nous imposent des modèles. Oui. Écoutez, en France, l'Office des réfugiés, l'Office français des réfugiés, par exemple, donc le Conseil d'État français a retiré totalement le Bénin, le Ghana et le Sénégal, donc des pays sud, des pays sud. C'est ce qui est rigolo. On reproche au Ghana et au Sénégal les lois anti-homosexuelles. Oh, oui. Mais en France, il y a des lois anti-polygames. Par exemple, mettons les valeurs ensemble. Vous pensez que l'homosexualité est meilleure que la polygamie? Dans l'absolu. Un homme qui aime 2, 3, 4 femmes, alors que eux là-bas, il y a des hommes politiques qui ont des liens extra-conjugaux. Ça là, comment on l'appelle? Et c'est leur liberté. Mais ce sont des critères. Attendez. Alors donc, les valeurs fondamentales et cardinales de la famille. Quand un pays choisit de ne pas... On dit que le pays n'est pas sûr. Vous trouvez ça? C'est qu'on veut vous faire avaler un modèle. C'est inadmissible. Et au même moment, on parle des droits de l'homme. Mais au nom de la liberté, quand le pays de faire sa législation, mais pourquoi vous pensez que le pays doit penser comme vous? Pourquoi vous pensez qu'on doit admettre l'homosexualité? Pourquoi vous ne vous mettez pas, la France ne se met pas en délicatesse avec le Vatican? Le Vatican, qui n'adopte pas l'homosexualité, mais ce n'est pas le pape Benoît, le pape François, demande qu'on prie pour eux. Enfin, il a pris le côté purement spirituel de la fête, de prier. Lui ne juge pas. Mais l'Église catholique, fondamentalement, ne peut pas adouber l'homosexualité. Et donc, lorsque dans nos législations, ce phénomène qui est nouveau, il n'existait pas de manière fondamentale il y a 50 ans. La France, la loi mariage pour tous, c'est la loi Taubira. C'est une loi récente. Oui. Mais avant, est-ce que ceux qui ne sont pas mariés, l'homosexualité est-ce que l'homosexualité était autorisée? Est-ce qu'on pouvait accepter? C'est vrai, il y a eu le Pax pour permettre aux familles monoparentaux, comment on appelle ça, monoparentales de s'en sortir. Mais est-ce qu'une famille est monoparentale? Quelle valeur de la famille on montre aux enfants? Dans l'absolu, oui. Le père qui a 2, 3 femmes avec des enfants, c'est tellement cohérent parce qu'un enfant reconnaît sa maman et son papa que de l'homosexualité. Ça, c'est une position personnelle. Je le dis, mais au même moment, en le disant, je soutiens la liberté pour nos pays de choisir. Donc, lorsqu'on retire ces pays-là, des pays sûrs, tout simplement parce qu'ils ont adoubé, ils ont des lois contre l'homosexualité, ça pose un problème de valeur. Donc, quel est le voile? Donc, du coup, parce que vous ne portez pas costume, vous portez votre bomba, vous êtes sauvage. Non, mais c'est exactement ça. Mais c'est un modèle de consommation. Si on dit désormais dans l'administration publique, désormais pas de costume, on va dire, ah, on est contre. Donc, c'est le droit de l'homme. Mais au même moment, on peut interdire, je ne sais pas quoi, qu'il y a des gens qui sont nombreux, qu'ils doivent apprendre les valeurs françaises pour avoir la nationalité, par exemple. Quand on exige ça, on ne sait pas si on est dans les droits de l'homme. Donc, c'est pour vous dire quoi? Chacun cherche
qui sont modèles comme bon le sang. Mais l'abus, il faut faire attention à l'abus. Il faut faire attention à l'abus. C'est pour ça que je dis, les systèmes se valent. Oui. La France a adopté l'homosexualité, mais n'a pas à l'imposer au Ghana et au Sénégal. Le Bénin a son droit. Le Bénin a adopté ces textes qui ne sont pas en dehors des standards internationaux. Il n'y a pas un seul qui soit en dehors des standards internationaux. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui reproche au Bénin? Donc le Bénin ne doit pas s'inquiéter de ce retrait de la liste des pays sûrs, de son retrait de la liste des pays sûrs. En fait, ça permet juste à la France de garder et de donner asile à des compatriotes qui préfèrent rester là-bas. Mais on parle de liberté politique, Agapit Napoléon Maforican. Oui, mais est-ce que la liberté ne souhaite pas que quelqu'un ait 2 femmes, 3 femmes? Voilà. C'était ça le problème. Le Bénin, il y a la liberté politique au Bénin. Nos textes, notre constitution n'a pas été révisée. On n'a pas touché ce volet. Quelle est la loi anti-liberté qui existe? Il n'y en a pas. Quand les gens n'arrivent pas à se mettre au point. En France, il y a la haute cour de la France a créé au départ la haute cour de justice pour juger les hommes politiques. Après, elle a abrogé. Si bien que Sarkozy est sanctionné, est condamné, ancien président de la République. Au Bénin, si vous pouvez le faire. Vous le faites, on va dire que c'est contre les droits de l'homme. On va tendre vers. Donc, ouais, la France se permet de juger ces anciennes colonies. Se le permet. Mais, parce qu'elle a une puissance. Qu'est-ce que vous pouvez donc? Le président Talon, qui a de la posture, qui a de la carrure, quand il sort, il arrive à exposer sa vision. Notre ministre des Affaires étrangères arrive à expliquer ce qu'il pense. Nous avons cette chance, sans doute, d'avoir un tandem de diplomates, enfin le chef d'État qui est le patron, et le ministre des Affaires étrangères qui est son homme de main sur ce dossier de la coopération, qui est son opérationnel, arrive à expliquer la position béninoise. Nous ne sommes pas du tout en décadence avec les normes internationales, mais pas du tout. La CEDEAO tout récemment a salué ce qui s'est passé, les élections au Bénin au Niger. La CEDEAO a pris acte de la situation au Mali. Quand Emmanuel Macron est venu, a fait un discours, si on finit avec ça, on va retirer notre opération. Est-ce que la France n'est pas en train de reprendre encore? Est-ce qu'ils n'ont pas Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont dit là. C'est peu de naïveté politique. Et à l'international, quand vous êtes une puissance comme la France et vous faites tant preuve de naïveté, c'est quand même dommage. On ne parle pas des petits Français qu'on gère, on parle des relations internationales. Donc, il faudrait que la réelle politique, vous savez, hein, quand vous gérez, vous dirigez et vous avez envie de créer des systèmes, vous devrez posséder ce qu'on appelle la réelle politique. Vous devez savoir analyser la science politique. Ce qui s'est passé au Mali a montré la fragilité du système français. Comme d'ailleurs, en 2019, lorsqu'il y a eu des situations ici au Bénin, au Pandjari, où par malheur, un de nos compatriotes, mais il y a une cacophonie terrible dans la gestion du dossier par la France. Le Quai d'Orsay a très mal géré ce dossier. Mais bon, on est un petit pays, on ne peut pas nécessairement protester absolument. Mais et des nôtres ont été heureux et les réseaux sociaux ont fait du bashing. On a sali l'image du pays sous prétexte, alors que des attentats ont lieu régulièrement en Europe. Des gens sont tués. C'est ça qu'on fait du bashing sur le pays. Pour que les visas, c'est à cause des attentats en 86 que les visas ont été institués. Avant, il n'y avait pas de visa pour aller en Europe, pour aller en France. Après, c'est lors des attentats. Il y a une recrudescence d'attentats. Et comme la France n'a pas trouvé de réponse à l'interne, on a pensé que c'est les étrangers. On a mis les visas pour aller en France. Et c'est comme ça que ça s'est exacerbé progressivement avec l'espace Schengen. C'est pour vous dire que les autres pays se gèrent. Et quand vous avez envie de vous gérer, on a l'impression que vous mettez de côté. Et des nôtres qui ont d'ailleurs profité du système ici à l'interne, quand ils ne sont plus en position, ils vont aller faire du bashing dehors. Sinon, regardez ceux dont on parle exilés là. Ceux qui demandent l'exil. C'est ceux qui ont dirigé le pays, qui retournent aller saccager le pays dehors et reviennent. Pas saccager. Mais quand vous êtes un ancien ministre de la Justice et vous dites tout ce que Djarontin dit sur le Bénin, c'est inadmissible. C'est pas normal. Donc, comme je vous le dis, il n'est pas le premier. Avant lui, d'autres l'ont fait, bien avant, bien avant d'ailleurs. Parce qu'il espère se faire entendre pour avoir gain de cause. Et lorsque lui dirigeait, il était ici en disant que le pouvoir était divin.
Alors, donc, il y a un pouvoir qui est divin et un autre qui est Mais quand on diabolique. se retrouve sur la touche, c'est totalement autre chose. Donc, du coup, voilà, donc, on Non, admet, cela ne se justifie pas non on plus. admet que simplement que, bon, voilà, une autorité a deux langages. Quand il est aux affaires, il a un langage. Quand il a un deuxième langage, version Angèle Tobois. Non, du tout. C'est Voilà. pour cela que je disais que cela ne se justifiait pas. Voilà. Sur cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Agapit, à l'époque, le préfet disait que, le porte-parole du gouvernement disait que le gouvernement béninois prend acte de la suspension. Aujourd'hui, on est simplement rayé. On doit aussi prendre acte. Là, je me fais. C'est la France qui décide. Ça ne crée rien sur la relation internationale. Ça ne crée rien. Ça ne crée aucun. Il appartient si le Bénin veut considérer que la France aussi. Mais est-ce une bonne image pour, si le pour Bénin le veut Bénin? considérer que la France aussi n'est pas un pays sûr, le Bénin fait la réciprocité. Mais il n'y a pas de demandeurs d'asile français au Bénin qui viennent au Bénin demander l'asile. Donc, du coup, la réciprocité en la matière n'existant pas, bon, le Bénin avisera. Notre ministère des Affaires étrangères verra bien ce qui est à lui de le faire. Mais pour moi, c'est sans intérêt. Pour l'analyse que moi je suis, c'est sans intérêt. C'est exactement lorsque Emmanuel Macron dit que sa politique va changer au niveau des Sahel. Après, il est revenu. Ils reviendront. C'est eux qui veulent prendre les exilés. Ils n'ont qu'à prendre les exilés. Je pense qu'on ne peut pas bâtir un pays en regardant ce que l'autre pense de vous. Vous bâtissez le pays d'abord en réglant vos problèmes à l'interne. Mais l'image aussi du pays doit nous... L'image du pays n'a jamais été meilleure. L'image du pays n'a jamais été meilleure depuis 5 ans. Regardez les stats, regardez les indices, regardez à tous les niveaux comment ça s'améliore. L'image du pays n'a jamais été aussi meilleure. Et aucun pays en pagaille ne marche au niveau international. Tout est fondé sur les normes et les règles. Lorsque vous êtes un pays où il n'y a pas de normes et de règles, vous êtes totalement un pays foyou. Donc, refusez de vous laisser dicter les dogmes venus de l'extérieur. C'est pas être un pays modèle, ça. Avaler des notions mal conçues, mal cernées, c'est pas un pays de normes, ça. Il ne faut pas qu'on puisse se leurrer du tout. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il faut savoir où est-ce qu'on met le cadran, où est-ce qu'on met le curseur dans la gestion, tout simplement. Nous avons fait 30 ans de conférence nationale. Après la conférence nationale, on a évalué. Tout ce qu'on se reproche ne peut pas être corrigé sans un minimum de sérieux et de sacrifice, même au niveau de certains droits individuels. Le droit collectif puise dans le droit individuel. Vous ne pouvez pas vouloir les deux au même degré ensemble. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le droit collectif que les droits individuels sont bafoués. C'est que c'est les égoïstes. Hein? C'est les égoïstes qui pensent que, puisque leur droit à eux individuellement semble menacé parce que on a changé de curseur, on a mis l'accent beaucoup plus sur les droits collectifs dans certains domaines, ou on a mis l'accent sur l'impunité dans l'autre. Je vous ai dit, est-ce qu'au Bénin, on peut sanctionner, on peut condamner un chef d'État comme Sarkozy l'a été? Est-ce qu'au Bénin, notre Cour constitutionnelle ou bien notre Cour suprême peut condamner un chef d'État comme ça a été fait en Afrique du Sud? On peut éduquer également. Si on peut le faire, ça veut dire que les gens vont se taire. Parce qu'en Afrique du Sud, c'est une puissance. Alors, vous avez vu qui condamner? Si c'était en Afrique, ils auraient donc, on aurait dû écrire, on aurait dû, voilà, tel aurait dû envoyer une autre, parce qu'on est des sous-pays. On se laisse considérer comme des sous-pays, n'ayant pas de dignité, n'ayant pas de souveraineté. On attend que les autres nous adoubent d'abord, on attend qu'on nous félicite. Non. Moi, je pense que, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai grandi sous la Révolution. Oui. Et nous étions dans la dynamique de se prendre en charge. Comptons d'abord sur nos propres forces, sur nos propres moyens, sur nos propres choses, sur notre dignité. Et ça fait partie de la logique dans laquelle moi j'ai évolué. Et donc, à 50 ans passés, je ne suis pas du tout ébranlé par ce qui se passe autour. Mais je ne suis pas à la décision. Je suis à la critique, à l'analyse. Mais il se fait que depuis 5 ans, nous avons à la direction du pays quelqu'un qui essaye de maintenir la dynamique du Bénin dehors, tout en gardant les normes vraiment d'auto-pilotage à l'interne. On a eu des crises. Jusqu'à présent, les frontières ne sont pas totalement ouvertes avec le Nigeria. Mais beaucoup ont déjà oublié que nos frontières sont fermées. Absolument. Ailleurs, avant, on se serait lamenté. C'est comme ça. Il faut que nous apprenions à être nous-mêmes d'abord. On ne peut pas vivre en vase clos. Mais on ne peut pas non plus attendre que ce soit l'autre qui nous juge. Est-ce que les donnes dans lesquelles nous nous inspirons, nous nous inscrivons,
nous conduit vers le développement. Il me semble qu'en regardant les stats, l'indice de ci, l'indice de ça, dans tous les domaines, Oui. voyant les progrès que nous faisons, je pense que nous pouvons dire que le Bénin est sur la bonne voie. Et maintenant, il faut de la durabilité. Il faut maintenir la dynamique dans la durabilité pour que ce soit plus concret. C'est peut-être sur ça qu'il faut travailler. D'accord. Agapit Napoléon Baforican, je pense que nous avons fait le tour de la santé des partis politiques et de la réussite de la réforme du système partisan. Peut-être que nous allons dire un mot avant de partir sur ce silence des partis politiques au sujet des grands sujets d'actualité. Non, je pense que les problèmes à l'interne font que les partis, ils continuent de gérer les problèmes de structuration. J'ai suivi tout à l'heure le duel. Oui, les partis ont leurs problèmes de structuration tellement que ils laissent le gouvernement gérer ce volet. Mais ils n'ont pas un rôle Ils ont un rôle. dans les pays développés, justement. Non, non, même pas les pays développés. Ils ont un rôle d'éducation, de militants. J'allais y venir. Mais ils ont à l'avantage. Quand ils ont des problèmes entre eux, quand il y a des problèmes de structuration, des problèmes d'organisation, des problèmes internes de positionnement, de planification, de projection dans le lendemain, de gestion des frustrations. C'est difficile qu'ils se prononcent sur certains événements parce qu'ils estiment que les leurs sont derrière au gouvernement et ils gèrent derrière les problèmes. Je pense qu'il va falloir qu'ils quittent un peu cette zone et aillent vraiment dans l'occupation du terrain sur les questions-là. Il faut qu'ils répondent au débat. Bon, certains répondent quand même quand vous les invitez. Donc déjà, ces invités, ces cadres qui arrivent, sont déjà, si tant que les partis les acceptent, qu'ils aillent au débat, on peut déjà dire. Ce qui est dommage, c'est que, bon, il y en a qui retirent même leurs interlocuteurs et ne les remplacent pas. Et donc, ça fait un silence total. C'est là que c'est déplorable parce que vous ne pouvez pas être un parti, vous ne vous adressez pas à vos militants, vous ne dites rien, les militants ne vous entendent pas, et à la veille des élections, vous dites de voter pour nous. Ouais. C'est dommage, c'est-à-dire que vous perdez du terrain. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'UDBN qui occupe le terrain. Hein, Moël l'a fait jusqu'à peut-être sa dernière crise de la suspension, la nomination du préfet. Mais je pense qu'il y a des partis qui vivent, pendant que j'ai vu le BR, un long communiqué du BR par rapport à la reprise de l'installation des organes. Bon, donc, on va voir, vous savez, la formation du gouvernement, oui. les premières nominations, naturellement ne laissent aucun parti indifférent. Hein, c'est important parce qu'il y en a qui espéraient, qui n'ont pas eu. Il y en a qui espèrent toujours et qui mesurent leur langage. On ne peut pas vouloir que ça change du jour au lendemain. Ça va aller avec le temps. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Baforican. Je pense que c'est sur ces explications que nous allons clôturer le décryptage de ce dimanche. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.